OK, bon, on va commencer. Et les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc là, j'ai déjà partagé mon écran avec vous. Je crois que vous pouvez voir ça. Oui, Oui, oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la séance qu'on a eue, la séance que j'avais théorique, si je peux ainsi dire, l'exposé de la fois passée. Est-ce que vous avez des questions? Faut que je sache. Non? pour ma part, Non, non. non, ça va. Vous avez bien suivi, vous avez compris les explications et tout et tout. Ok, c'est bon. Alors ici, en fait, c'est qu'on est dans l'analyse des correspondances. Nous analysons en fait les relations des dépendances entre les catégories des variables qualitatives. Donc nous appliquons ici, c'est pratiquement une extension de l'analyse des composantes principales, mais qui est appliquée aux variables qualitatives. Et la question importante à laquelle on veut répondre, c'est de savoir s'il y a des relations de dépendance entre les différentes catégories des variables qualitatives. Bon, si vous avez bien remarqué, nous avons deux variables et nous analysons deux variables en fait que nous avons représentées sous forme d'un tableau de contingence qui répond en fait les fréquences conjointes entre les différentes modalités de ces deux variables. Alors, la question principale, c'est de savoir s'il y a une dépendance linéaire entre les différentes catégories. Alors, c'est ainsi que on s'intéresse également à savoir quelles sont les catégories d'une variable, comme dans notre cas, nous avons les niveaux d'instruction et les niveaux d'instruction d'une part et l'état de la pauvreté d'autre part. Alors, on veut savoir est-ce que les niveaux d'instruction et l'état de la pauvreté sont indépendants. Et si les deux variables sont dépendantes, alors quelles sont les modalités qui s'influencent facilement? Quelles sont les modalités qui contribuent à l'explication des relations qui sont observées? Alors, on va s'intéresser à la structure des données. Quelle est la structure des données qui est contenue dans les données? Quelle est l'information qui est contenue dans les données? Alors, pour ce faire, on va utiliser la table de contingence. Je crois que je vais vous expliquer ou je vais vous envoyer même dans les groupes comment importer. Au lieu que je vous envoie toute la base de données, je peux juste vous envoyer, parce que ce qui est important ici, c'est la table de contingence, les tableaux de contingence, c'est ce qui est important. Donc, je vais vous montrer comment prendre une table de contingence et la représenter, et plutôt un tableau dans Excel, par exemple, et transformer cela en table de contingence. Et l'analyse peut commencer à partir de là, au lieu d'avoir toutes les bases de données. En fait, c'est simple. Vous copiez la table, vous amenez la table dans R et vous la transformez en une matrice et vous transformez la matrice en un tableau de contingence. Je vais vous envoyer toutes les commandes qu'il faut. Bon, en fait, pour transformer, je vais écrire ici, pour transformer une base de données en matrice, la commande c'est, je vais écrire tout simplement, je ne vais pas exécuter, la commande c'est asMatrix. Donc, asMatrix, matrix, asMatrix, et c'est ça la fonction. Donc, vous amenez votre base de données, votre tableau, votre feuille Excel, et vous la transformez en une matrice avec la commande asMatrix, avec la fonction asMatrix. Donc, vous transformez cela. Et puis, après avoir transformé cette commande, cette matrice, ce tableau en matrice, vous pouvez alors transformer cela en table, comme un tableau, je voulais dire. Alors, tout simplement, ça sera la même chose. Vous prenez maintenant les fichiers que vous aurez créés, vous créez un autre objet asTable. Et ça, vous transformez en table, en une table. Donc, les contingences. Donc, là, je vous laisse faire ça. Vous allez tout simplement, les données que j'ai ici, vous pouvez les copier ou les mettre dans Excel.
OK? Copier ce petit tableau dans Excel et l'importer dans R ou bien l'avoir dans un fichier texte pour faire ça. Bon, si vous n'arrivez pas, je vais vous montrer ça à partir du groupe WhatsApp. Alors, pour avancer avec ce que nous sommes en train de faire, la première étape, c'est vérifier d'abord s'il y a dépendance ou indépendance entre les variables, les différentes catégories. Et une fois que vous avez représenté, vous avez votre table de contingence, vous pouvez vérifier si les catégories en ligne et les catégories en colonne sont dépendantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit vérifier la dépendance? Parce que ça ne servira à rien de faire l'analyse alors que les données, les variables ne sont pas dépendantes. S'il n'y a pas de dépendance, s'il n'y a pas de dépendance, alors cette analyse ne va nous servir à rien du tout. Alors, c'est pourquoi il faut tester la dépendance. L'hypothèse nulle ici, c'est l'indépendance. C'est-à-dire les catégories en ligne et les catégories en colonne sont indépendantes. Et pour tester cette hypothèse-là, l'hypothèse alternative, en fait, c'est la dépendance entre les variables. Alors, pour tester l'hypothèse, on utilise un test de qui carré. Je crois que si vous vous rappelez encore de votre cours de statistiques mathématiques ou statistiques inférentielles, vous avez appris les tableaux de contingence qui vous permettent de faire d'étudier la dépendance entre les variables. Alors ici dans R, la commande suivante, chi-square, donc sq.test, c'est la commande qui est utilisée pour faire les tests de contingence, plutôt les tests d'indépendance. Alors, dans ce cas bien précis, la modalité, ou je voulais dire l'argument de cette commande, c'est la table de contingence que vous avez créée. Alors, dès que vous confirmez cette commande, là, parce que j'ai assigné cela à un objet, si je n'avais pas mis cette partie ici, j'aurais eu directement les résultats. Maintenant, comme j'ai assigné ces résultats à un objet, alors je dois appeler cet objet-là pour voir les résultats que j'ai. Donc voilà, c'est les tests de qui carré de Pearson. Les données, c'est contenu dans TabCont, donc tableau de contingence. La valeur calculée, c'est 260, degré de liberté de 16, et la valeur P est égale à 0,000. Alors, quel est en fait, les résultats, la conclusion de ces tests? C'est qu'on rejette l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse de l'indépendance. Donc, en d'autres termes, il y a dépendance linéaire entre les niveaux d'instruction et l'état de la pauvreté dans les grands Kasaï, parce que les données portent sur les grands Kasaï. Ça, ce sont des données réelles que nous avons collectées l'année passée. C'était au mois de, je crois que c'était au mois de novembre ou octobre de l'année passée. Donc, c'est encore très récent. Ce sont des données réelles que nous avons collectées sur le terrain dans le cadre d'une étude. C'est l'étude sur l'étude qui était commandée par les PNUD pour la présidence de la République sur l'état de la pauvreté dans les Grands Kasaï. Donc, ce sont des données réelles que nous analysons ici. Alors, mais il y a certaines informations que nous pouvons obtenir à partir de cette table de contingence. Bon, maintenant que nous avons vu qu'il y a dépendance, donc quand on registre l'hypothèse nulle de l'indépendance, c'est qu'il y a dépendance, donc nous pouvons continuer avec l'étude. Alors, quelques informations qu'on peut tirer ici, c'est on peut représenter les tableaux de contingence sous forme graphique. Donc, on peut les représenter sous forme graphique. Et la commande, pour le faire, nous avons besoin du package gplot. Hein, gplot, que j'ai ici. Gplot, que j'ai déjà téléchargé et installé. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Mais ça se charge, c'est comme dépendance avec facteur extra. Il faut vérifier ça. Alors, je peux tout simplement d'abord charger cette librairie, bien disons, ces packages. Et je peux représenter un graphique, je peux dire un graphique en ballon d'air, peut-être, je vais appeler ça comme ça, de ces tableaux-là de contingence pour voir les différentes
les différentes fréquences que j'ai dans ce tableau. Alors, la commande est là et voici les résultats que j'ai. Vous allez voir la commande, mais je l'ai déjà donné dans les cours. Alors, cette commande me donne ces graphiques où vous avez les différentes catégories de variables. En colonne, nous avons les niveaux de pauvreté, donc très riche, riche, intermédiaire, pauvre, très pauvre. Et en ligne, nous avons les différents niveaux d'instruction, sans instruction, alphabétisée, primaire, secondaire, universitaire ou plus. Alors, les différentes boules que vous voyez, les bulles que vous voyez ici, vous donnent la dimension des bulles par rapport aux autres, bien sûr, vous donne quelle est la catégorie qui est plus représentée. Par exemple, si vous regardez dans les tableaux de contingence, vous remarquerez, par exemple, ici, que les personnes qui ont les niveaux secondaires, OK, niveau secondaire, nous en avons 1678 qui sont pauvres, qui sont très pauvres. Et vous remarquez que la bulle qui correspond à cela est plus grande que les autres bulles. Donc, ça vous donne l'importance, en fait, des différentes catégories en termes de fréquence. Alors, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Alors, pour expliquer graphiquement les tableaux de contingence. Alors, mais on passe directement à l'analyse des correspondances. Ici, pour le faire, nous avons besoin de charger deux packages. Il y a factor minor et factor extra. Ce sont en fait les mêmes packages que nous utilisons. J'ai voulu qu'on utilise les mêmes packages pour une familiarité avec dans ce que nous sommes en train de faire, mais on peut réaliser les mêmes tâches en utilisant d'autres packages. Donc, on va d'abord charger factor minor. Et puis ensuite, on va charger factor extra. En fait, il faut retenir ceci. Le premier package que je viens de charger, c'est un package qui nous permet de faire des calculs, mais qui peut aussi nous aider à faire des représentations de différents résultats. Mais le package factor extra fait mieux, si je peux dire, fait mieux, hein, si je peux ainsi dire, en termes de représentation des différentes des différents graphiques que nous allons voir ici. Alors, la commande qu'il faut pour faire l'analyse des composantes, plutôt l'analyse des correspondances, c'est la commande CA, la fonction CA. Donc, CA.CA, donc je peux dire c'est CA, comme c'est une fonction CA. C'est ce qu'il faut utiliser pour faire l'analyse des correspondances. Alors, quels sont les arguments de cette fonction? C'est d'abord les tableaux de contingence que vous avez. Donc, vous avez, dans notre cas, cette table compte. Et nous devons préciser quel est le nombre de composantes qui seront retenues à la fin des résultats. Nous pouvons en retenir, par exemple, 6 si nous voulons bien. J'en mis 5 parce qu'en fait, nous avons aussi 5 variables. Mais on peut, je peux mettre 6, par exemple. Rien du tout. Alors, nous pouvons aussi déterminer que les graphiques nous soient donnés, les graphiques des différentes catégories, donc des deux variables, dans ce qu'on appelle biplot, le biplot, les graphiques bivariés. Alors, nous pouvons soit demander que cela soit affiché ou pas. Donc, avec l'argument ou l'option graph, il suffit de mettre true et ça va nous donner les graphiques, ou bien false, ça ne va pas nous donner des graphiques. Alors, je vais maintenant exécuter cette commande-là. Et dans cette commande, je prends tous les résultats. Je demande à R de garder tous les résultats de l'analyse dans un objet que j'appelle pgkasai.ca. En fait, pgkasai, c'est seulement, j'ai abrégé pauvreté grand Kasai. Donc, pauvreté grand Kasai. Alors, maintenant, je peux exécuter cette commande et gérer les résultats. Maintenant, si je n'avais pas assigné les résultats à PG Grand Kasai CA, donc si je n'avais pas mis cette partie-là, dans cette partie, j'aurais eu les résultats immédiatement. OK? Alors, dans ce cas, comme j'ai assigné en fait à PG Kasai, je dois demander que les résultats me soient présentés. Alors, Kasai, pour respecter les caractères Kasai CA. Là, j'ai tous les résultats qui sont représentés ou enregistrés dans 12 objets différents, énumérés de 1 à 12.
Et parmi les 12 objets, il y a des informations relatives aux variables et les informations relatives, je voulais dire, les informations relatives aux colonnes, non, aux modalités en colonne et les informations relatives aux modalités en ligne. Mais ces résultats nous donnent également quelques informations importantes. On nous dit quoi? Result of the correspondence analysis, tout ça. The row variable has 5 categories. Donc, la variable en ligne a 5 catégories et la variable en colonne a aussi 5 catégories. On vous donne déjà l'information. Mais il n'est pas dit que dans tous les cas, vous devez avoir le même nombre de catégories. Non, non, il n'y a pas une restriction dans ce cas-là. Vous pouvez avoir une variable avec 2 catégories, par exemple les sexes, hommes-femmes, et une autre variable avec 8 catégories, les niveaux d'études ou n'importe quelle autre catégorie. Il n'y a pas de limite. Et puis en plus, on nous donne l'information sur la dépendance, les tests d'indépendance entre les 2 catégories. Parce que là, on nous dit, the chi-square of independence between the 2 variables is, donc on nous donne la valeur, c'est 259,9969. Or, si vous vous rappelez, vous avez encore la mémoire fraîche, quand nous avons fait les tests lui-même, nous avons eu, c'était 260. Donc, pratiquement, c'était un arrondissement, 260. Donc, on nous donne déjà l'information sur les tests d'indépendance. Donc, alors, ce qui est important là, maintenant, c'est comment avoir accès aux différents résultats contenus dans des différents objets. Alors, c'est là où le package factor minor et factor extra va intervenir pour extraire les variables, les différentes composantes et aussi les représenter graphiquement. Comme je ne dirais pas encore, factor extra, factor minor peut nous aider à représenter graphiquement, mais les graphiques des facteurs extra sont un peu meilleurs. Alors, on va se référer à ça. Comme nous avons déjà chargé les packages, comment allons-nous extraire? D'abord, la première chose, c'est de savoir, parce qu'on veut savoir combien de dimensions on va retenir dans cette analyse. C'est pourquoi on commence toujours par extraire les valeurs propres. Les valeurs propres. Alors, la fonction qu'il faut pour extraire les valeurs propres, c'est getEigenvalue. GetEigenvalue, donc extraire les valeurs propres. Alors, les eigenvalues doivent venir, les eigenvalues viennent de quoi? Viennent de PGCASI CA. Donc, là où nous avons conservé nos résultats. En fait, ce qu'on va faire, on va extraire cette composante de la eigenvalue. Donc, on prend, j'ai appelé cette nouvelle, j'appelle cela val propre. Alors, je vais exécuter donc cette commande val propre. Comme je n'ai pas appelé, je n'ai pas fait, j'ai assigné cela à un objet, donc il faut que j'appelle cet objet-là, val propre, et voici les valeurs propres qui sont là. Alors, les valeurs propres, bien que j'avais demandé 6 des composantes à retenir, mais on ne m'en donne que 4, parce qu'en fait, j'ai 5 variables. Alors, maintenant, remarquez quelque chose de très important qu'il faut retenir ici, c'est que les valeurs propres dans l'analyse des composantes principales sont généralement et parfois supérieures à 1. Et nous, là, dans cette analyse, je vous avais dit qu'il faut retenir les valeurs propres dont la valeur est supérieure à 1. C'était aussi une règle de Pouce. C'était la règle de Kaiser. Alors, ici, contrairement à l'analyse des composantes principales, les valeurs propres ne sont pas égales à 1. Non, souvent, c'est entre 0, ça approche 1. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez, par exemple, pour la première dimension, la valeur propre, c'est 0,0419. Et la deuxième, pour la deuxième dimension, c'est 0,00458. Vous voyez, et c'est un point très important à retenir. Parce que si vous avez en tête les remarques faites pour les composantes principales, vous risquez de vous décourager à continuer d'études. Mais cependant, quand vous regardez la variance, parce que en fait, les valeurs propres représentent les variances des composantes principales. Alors ici, la première dimension représente 87,19%, ce qui est déjà beaucoup. Et la deuxième dimension représente pratiquement 10%, donc 9,8983. Donc déjà, ça nous donne une idée pour savoir
que déjà les deux dimensions, si on devait retenir les dimensions qui expliquent davantage, nous avons déjà les deux dimensions qui expliquent à elles seules 97% de la variabilité contenue dans les données. Alors, nous pouvons représenter cela, les valeurs propres, en utilisant attendez, je vais voir qu'est-ce que j'ai là. PyPlot, en utilisant la fonction suivante. C'est une fonction qui vient de factor minor, facteur extra plutôt. Alors, je prends, vous avez tous ces commandes dans la première vidéo. Alors voilà, je vais représenter les valeurs propres. Et rappelez-vous, les graphiques des valeurs propres ou les boulies des valeurs propres, screenplot, permet d'identifier ou de sélectionner les composantes principales. Alors, la règle, c'est quoi? Je rappelle encore. Quand vous avez représenté les valeurs propres, la règle consiste à obtenir, dans la règle du coude, consiste à retenir plutôt les nombres des composantes principales, au-delà duquel toutes les valeurs propres sont pratiquement dans la même, sont des mêmes grandeurs ou des faibles grandeurs ou en train de diminuer. Alors, si nous considérons cela, alors on peut retenir la première et la deuxième dimension. Tout comme aussi on peut se baser tout simplement sur les pourcentages. Comme ça, les deux représentent 97%, il y a des raisons pour nous de retenir les variables, disons les deux premières dimensions. Alors, je vais vous montrer un petit truc ici. Regardez dans cette commande, il y a ylim. C'est la limite en fait de l'axe des y. Parce qu'il peut arriver que vous ayez une composante principale en termes de pourcentage qui soit au-delà. Donc, vous déterminez en fait l'échelle sur l'axe des y. Je vais répondre pour prendre le truc. Je vais prendre Alors, regardez ici. La composante principale, la première composante principale, elle représente 87%. Mais ici, l'axe des Y s'arrête à pratiquement 55. Donc, vous n'arrivez pas à voir jusqu'où va cette dimension. Alors, pour le faire, il faut déterminer au niveau des Y', la limite des Y. On peut mettre carrément 100. Si nous mettons 100, vous verrez que si nous mettons 100, vous verrez qu'il y aura une différence dans notre... Voilà, vous voyez, quand je limite à 100, vous voyez que la première dimension commence effectivement à partir de 87.2 parce que j'ai donné suffisamment d'espace. J'aurais dû mettre 90, 95. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Par là, je vais dire tout simplement qu'il ne faut pas répandre toutes les commandes telles que je vous les ai données parce que avec les options telles que j'ai données, parce qu'il y a des options qui dépendent de ce que nous sommes, de l'analyse en fait que nous sommes en train, des valeurs que nous avons trouvées. Voilà. Je sais, si vous avez une question, n'hésitez pas de lever la main ou de me faire signe pour que je puisse y revenir sur quoi que ce soit. Alors, on va continuer. Nous pouvons extraire aussi, parce que maintenant nous avons compris qu'il faut retenir deux dimensions dans l'explication. Alors ici, nous pouvons aller au-delà pour maintenant analyser les colonnes, les résultats concernant les colonnes et les résultats concernant les lignes. Alors, nous commençons d'abord par les lignes. Mais pour analyser les lignes, il y a soit nous pouvons créer un objet qui reprend tous les résultats des lignes, des options en ligne ou des catégories en ligne, ou tout simplement on peut utiliser directement les résultats principaux. Donc, ici, j'ai voulu créer un objet appelé ligne qui contient tous les résultats relatifs aux lignes. Alors, la commande que j'utilise, c'est get _ ca _ row. C'est-à-dire extraire les résultats en fait basés sur l'analyse des composantes relatifs aux lignes. Alors là, je vais exécuter la commande et cela va nous aider. En fait, ça va extraire tous ces commandes. Et je peux voir les contenus des lignes
en appelant l'objet ligne. Voilà, on m'a dit correspondance analysis, les résultats pour les lignes. Qu'est-ce que nous avons dans les résultats des lignes? Nous avons quatre objets là-bas. Nous avons d'abord les coordonnées des lignes, c'est cordes. Nous avons les cosinus 2. Cosinus 2, c'est pour mesurer la qualité de la représentation des différentes catégories. Nous avons également les contributions des différentes lignes. Ce sont les contributions en termes de pourcentage aux différentes dimensions. Et nous avons aussi l'inertie qui donne les contributions des différentes lignes à l'inertie totale. Et j'avais dit dans les notes que l'inertie totale était égale à la valeur de chi carré divisé par la taille de l'échantillon. Alors, à partir d'ici, on peut maintenant afficher les différentes composantes de lignes, hein, les coordonnées en ligne. Donc, si je prends ici corde, donc c'est coordonnées, coordinate. Donc, tel que c'est écrit là, il suffit de me mettre ligne avant, faire suivre du signe du dollar et corde, ça va vous donner les coordonnées des différentes variables. Alors là, j'ai déjà la commande ici. Je vais exécuter cette commande. Ah, là, on me dit que je manque de temps. Hein. Bon, on va essayer d'aller vite. Hein. On va essayer d'aller vite, là. Et là, on court des 10 minutes. Alors, j'ai là les différentes coordonnées. Bon, ici, ce qui compte, c'est les signes aussi qui montrent de quel côté de l'axe se trouve chaque ligne. Par exemple, sans instruction, à une coordonnée négative, ça signifie que ça se trouve à gauche de l'origine des axes, en fait. Donc, ce qui est positif se trouve à droite de l'axe de l'origine et ce qui est négatif à gauche de l'origine. Alors, on peut faire comme ça. Je vais essayer d'aller un peu vite. On peut faire la même chose pour les coordonnées, les cosinus. Et retenez ici que les cosinus mesurent la représentation de différentes lignes. Et ce sont les lignes qui ont des cosinus carrés proches de 1 qui sont mieux représentés. Là, on peut voir que sur la première dimension, il y a les niveaux primaires et les niveaux universitaires qui est mieux représenté sur la première dimension. Mais sur la deuxième dimension, bien que la représentation n'est pas parfaite, mais les alphabétisés et ceux des niveaux secondaires sont mieux représentés sur la deuxième dimension. Et nous pouvons aussi regarder aux contributions des lignes. Et là, ce sera des pourcentages. Alors, nous remarquons ici que sur la première dimension, c'est les universités qui sont mieux, qui contribuent plus à la description ou à la variabilité de la première dimension parce qu'ils représentent 58% sur cette dimension, suivi des sans instruction. Mais ici, pour qu'une contribution soit vraiment significative, il faut qu'elle soit au moins supérieure à la moyenne des contributions. Alors, comment trouver la moyenne des contributions? Vous prenez 100 divisé par le nombre de modalités ou des catégories. Ça vous donne, en fait, pour notre cas ici, c'est 20. Donc, tout ce qui est supérieur à 20 est significatif, a une grande contribution. Alors, on peut également trouver l'inertie des différentes lignes, différentes catégories de la ligne. Alors là, c'est donné dans... Ça, c'est la première catégorie, donc sans instruction, alphabétisée, primaire, secondaire, universitaire. Alors, ça, c'est l'inertie de chaque colonne, l'inertie de chaque catégorie. Ben, si vous voulez connaître la contribution en termes de l'inertie, la contribution à l'inertie totale, il faut diviser chaque catégorie que nous avons ici, chaque valeur trouvée, vous la divisez par l'inertie totale. Et je vous ai déjà dit, l'inertie totale, c'est le chi carré que vous avez trouvé divisé par la valeur par la taille de l'échantillon. Alors, ça c'est vous pouvez analyser, mais vous pouvez représenter tous ces éléments-là graphiquement. Là, je vais prendre la représentation des catégories sur un graphique. Ça sont les catégories en ligne. J'ai oublié la parenthèse. Voilà, j'ai cette catégorie, j'ai cette représentation. Là, ça me représente les catégories en ligne. Et ici, il faut bien savoir comment interpréter les catégories. Ce qui compte ici, ce sont les distances. Les distances entre les différentes modalités ou catégories. Et là, vous voyez, les modalités qui sont plus proches
sont les modalités qui ont des similarités, qui sont plus similaires. Et les catégories qui sont éloignées sont les catégories qui ne sont pas similaires. Mais il y a aussi une autre façon de voir les distances, c'est les distances entre, donc vous regardez à la distance entre les modalités et les axes. Si vous regardez très bien ici, primaire, secondaire, universitaire ou plus, c'est plus rapproché, non, je vous l'ai dit, sans instruction, primaire, secondaire, primaire et universitaire, aussi secondaire, c'est mieux rapproché de l'axe numéro 1. Donc, ce qui signifie que ces catégories sont mieux représentées sur la première dimension. Mais au contraire, alphabétisé est mieux représenté sur la deuxième dimension, mais aussi secondaire. Secondaire est mieux représenté sur la première dimension que sur la première, mieux représenté sur la deuxième dimension que sur la première. Parce que vous regardez la distance entre secondaire et deuxième dimension, c'est plus proche. Donc, ça, c'est une façon de regarder aux distances. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a un peu de similarité entre primaire et secondaire, mais des caractéristiques ne sont pas exactement les mêmes parce que les deux se trouvent sur des côtés opposés de l'axe. Quand deux modalités sont sur deux côtés opposés de l'axe, cela veut dire qu'ils ont des caractéristiques opposées. Okay, ça, il faut vraiment retenir ça. Alors, nous pouvons faire exactement la même analyse, parce que je voulais que le temps s'est écoulé. On peut faire exactement la même analyse avec les colonnes. Même commande, tout simplement que pour les colonnes, on va créer les données qu'on va appeler ici. On va prendre les colonnes. Au lieu d'extraire les lignes, on va extraire les colonnes. Donc, quand on extrait les colonnes, nous avons également exactement les mêmes données, les mêmes composantes ici. Et on peut faire exactement la même analyse. Donc, je ne peux pas revenir sur ça. Vous pouvez faire ça vous-même. Et on peut représenter cela aussi graphiquement. Donc, si on représente graphiquement ces modalités, donc voici comment cela se présente. Et vous remarquez bien ici que si vous regardez la similarité, tous les 5 groupes sont vraiment différents, sont dissimilaires, parce qu'ils sont éloignés les uns des autres. Regardez, riches et pauvres. C'est tout aussi des côtés opposés. Donc, riches, très riches et intermédiaires, pauvres se trouvent à l'opposé des très pauvres. Donc, les gens très pauvres ont des caractéristiques vraiment opposées à d'autres. Mais cependant, les gens riches et très riches ont des caractéristiques opposées aux gens qui sont des niveaux intermédiaires et des niveaux pauvres. Donc, vous pouvez analyser ça comme ça. Et puis, les catégories très pauvres, très riches et intermédiaires sont plus proches, sont mieux représentées sur la première dimension, alors que riches et pauvres, c'est mieux représenté sur la deuxième dimension. Et cela vous permet même d'interpréter les différentes dimensions comme j'ai essayé de les faire dans les notes. Alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est de regarder, jusque-là, on n'a pas analysé la distance entre les catégories des différentes variables. Alors, pour faire ça, on va utiliser la variable, la représentation suivante. Je veux byplot, je vais voir ça. La commande qu'il faut utiliser, je l'ai laissé quelque part là, au début. Bon, on va prendre celle-ci. La commande qui va nous donner les deux à la fois. Donc voilà, ici nous avons la représentation de toutes les différentes catégories ensemble. Alors ici, il faut faire attention. L'interprétation n'est pas basée sur les distances, mais sur les angles entre les différentes composantes, les angles. Alors, si vous regardez très bien, l'angle entre alphabétisé et riche, ok, est plus grand, par exemple, par rapport à l'angle entre alphabétisé et pauvre. Mais ici, vous voyez, nous avons tout représenté, mais c'est difficile à bien comprendre. On peut mettre des flèches là-dedans pour que vous puissiez bien voir. Mais vous remarquez déjà qu'il y a, vous pouvez faire des affirmations générales pour voir, par exemple, qu'il y a les sans instruction et ceux des niveaux primaires sont plus associés avec les pauvres, hein, à cause de cette similarité. Mais si on fait une normalisation ici, on peut avoir ces graphiques avec des flèches qui nous permettent
de tracer les angles. Là, ça nous permet de tracer les angles. Alors, comment interpréter ça? Les dimensions des différentes variables dont l'angle qui forme un angle plus petit sont ceux-là qui sont mieux associés. Par exemple, les niveaux universitaires ou plus et les niveaux de pauvreté intermédiaire, l'angle est vraiment petit. Très petit, ça veut dire que la plupart des personnes qui ont un niveau d'études primaires, plutôt universitaires, sont généralement parmi les gens qui sont des niveaux de vie intermédiaires. Donc, c'est comme ça que vous pouvez interpréter, parce que le temps est presque déjà terminé. Donc, vous regardez aux angles, l'angle le plus élevé montre qu'il n'y a pas association. Et l'angle de 90% montre qu'il y a indépendance. Et l'angle de 180% montre qu'il y a une association négative. Hein? En bref, c'est comme ça que vous allez interpréter cela. Et lorsque les points sont écartés de l'origine, ça montre qu'il joue un rôle important dans la différenciation. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser ça au niveau du groupe. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour ne pas abuser du temps et respecter aussi les instructions de la faculté. Voilà. Voilà, pour aujourd'hui, je crois qu'on